Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Divergence Politique. Alors, Divergence Politique, on est le 7 mai exactement et on a la chance d'être avec Nicolas Mirkovic en live de Donetsk, dans le Donbass. Bonsoir Nicolas, comment vas-tu? Bonsoir Alexis, ça va très bien, merci beaucoup. Eh bien, on est ravis, on va faire avec toi, après le jingle, on va faire avec toi l'actualité du Donbass. On va voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain, la réalité. Est-ce qu'il y a toujours des bombardements? Comment vivent les populations? Faire un petit point un petit peu véritablement sur cette vie des... Alors, c'est très dur à dire, des Donbatch... comment on dit les habitants du Des Donbass? Donchanines. Des Donchanines, voilà. Tout de suite, générique. Et justement, on revient à cette actualité de Donetsk. Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Eh bien voilà, alors il y a quand même dans ce générique beaucoup de messages en lien avec l'actualité, vous le voyez, Vladimir Poutine qui sera au cœur de l'actualité dans les prochains jours, puisque ce sera la fameuse parade russe à Moscou sur la place rouge du 9 mai, sur laquelle sont invités notamment un grand nombre de présidents, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine d'officiels d'importance, d'officiels internationaux, dont Xi Jinping, le président chinois. Est-ce qu'on en parle, Nicolas Mirkovic, dans le Donbass, dans cette parade du 9 mai? Oui, évidemment, c'est un des sujets phares. On voit que dans les rues ici, il y a beaucoup de panneaux, d'affiches dans les magasins, sur les fenêtres des voitures, un peu partout, pour commémorer ces 80 ans de la victoire de la Grande Guerre patriotique et la fin du nazisme. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui fait pas mal de bruit ici. On voit les préparatifs, on voit des gens qui vendent des drapeaux dans les rues et on voit les places qui s'apprêtent à recevoir différentes festivités ici. Je me souviens, Nicolas, que d'ailleurs on avait ensemble participé à l'occasion, je crois, des 5 ans de commémoration de la République autoproclamée, donc de la République populaire du Donbass, De du 9 mai Donetsk, ouais. organisé justement à Donetsk. Il y avait effectivement un grand patriotisme, il y avait beaucoup de ferveur de la part des habitants de Donetsk sur cet événement. Est-ce qu'on ressent véritablement la même joie ou ou véritablement il y a encore des gens qui sont très marqués par ce conflit et qui sont vraiment dans une retenue émotionnelle importante? Ça dépend où on est. Donetsk, vraiment, plus que Oui. jamais, ressemble à une ville normale. Ça fait depuis maintenant 11 ans avec mon association Ouest-Est que je viens dans le Donbass apporter de l'aide humanitaire. Et je pense que j'ai jamais vu Donetsk quasiment aussi calme. On entend très très peu de bombardements et de tirs. Il y a beaucoup de travaux, de réaménagement, des canalisations. On a un Internet qui fonctionne. Il y a de l'eau Ah courante, oui. ce qui n'a pas toujours été le cas ici. Et si on voit les gens ici, elles ont une vie normale. Enfin, elles ont toujours eu un peu, les personnes, pardon, ici ont toujours eu une vie un peu normale, mais il y avait cette crainte des bombardements qui avaient lieu régulièrement. On voyait beaucoup de militaires qui traversaient la ville. Là, on voit nettement moins de militaires. On voit des groupes d'hommes, on se doute bien, qui sont militaires, mais on en voit nettement moins. Ils sont en train de se projeter, ils sont en train de reconstruire. Donc là, en plus, c'est la période des fêtes. Il y a pas mal de monde qui n'est pas là, mais les rues sont pleines. Je parlais l'autre jour avec des personnes qui étaient heureuses parce qu'il y avait des bouchons, parce que ça leur rappelait la période avant-guerre. C'est-à-dire que malgré les fêtes, il y a beaucoup de monde qui circule. Et donc ici, on ne va pas avoir, je pense, cette crainte, en tout cas moins. Oui, parce que la guerre est quand même pas loin d'ici. On est à quelques dizaines plusieurs dizaines de kilomètres de la ligne de front. On entend encore quand même des tirs au loin, mais on sent que les gens voilà, voient le bout du tunnel. En revanche, là où on a été faire des distributions ces derniers jours proches de la ligne de front, alors on sent de l'espoir, de l'espérance. En effet, il y a des villes qui ont été des personnes qui aujourd'hui sentent que c'est le bout, parce que c'est le bout, même si évidemment il y a la guerre fait rage. Hein, il y a encore là pour le coup, c'est le combat ne cesse pas. Mais je suis pas sorti autant d'inquiétude. Après, il faut dire que ces derniers jours, il faisait plutôt beau. Les gens sont aguerris. Moi, je vois vraiment, c'est des personnes qui vivent ça avec beaucoup de philosophie.
J'ai pas entendu des grands discours, j'ai rien entendu de haine. Les gens ont envie que ça se termine, ça c'est clair. Les gens survivent. Et puis voilà, et puis les personnes étaient tous contents d'avoir des Français qui débarquaient pour discuter. Évidemment, on a apporté de l'aide, alimentaire, on a apporté des jouets, on a acheté du matériel médical pour les hôpitaux. Évidemment, tout le monde est content de recevoir ça, mais on voit aussi une joie de parler avec des Français, de parler avec d'autres personnes, de voir qu'on s'intéresse à leur sujet. Et donc, je trouve que le moral est particulièrement bon. Moi, c'est ce que j'ai trouvé ces derniers jours ici. Et ça, c'est plutôt positif. C'est vrai qu'on a connu, on va raconter un petit secret de préparation d'émission. C'est vrai que quand on s'est contacté tout à l'heure pour se dire, Nicolas, on va faire cette émission, on ne savait pas véritablement dans quelles conditions techniques on pourrait dialoguer ensemble. Très clairement, on a été ensemble un certain nombre de fois dans le Donbass. On n'était pas habitué à avoir le luxe d'un hôtel aussi confortable que ce que je découvre derrière toi, d'avoir du Wi-Fi. C'était très compliqué. On avait des couvre-feux où il fallait rentrer à 11h du soir à l'hôtel parce que ça bombardait. Là, véritablement, le fait que la ligne de front, eh bien, du coup, a été repoussée par l'armée russe. On est véritablement pour les habitants de la ville, dans une vie urbaine qui se réinstaure, je dirais traditionnelle par rapport à la Russie. C'est ça que tu nous expliques. Il y a beaucoup plus d'insouciance par rapport au combat. Alors, je dirais pas insouciance par rapport au combat. Bon, d'abord, c'est pas une chambre de luxe que j'ai ici, mais juste les gens les gens restaurent. Ils restaurent tout. Moi, je vois des bâtiments qui sont des bâtiments modernes, qui sont en train d'être construits. Les gens sont confiants. C'est-à-dire qu'on ne construit pas quand on a peur que la guerre va revenir. On ne construit pas quand on a peur d'être bombardé. Là, les gens reconstruisent, ils rénovent. Et on avait toujours vu un petit peu de ça. Moi, j'avais toujours vu un petit peu cette idée de ne pas se dire on va se laisser abattre. Mais là, franchement, vous verriez les cafés ici, vous fermeriez les yeux, vous ne pourriez pas savoir que vous êtes dans le Donbass. Donc, je ne parlerai pas en revanche d'insouciance parce que, comme je le dis, il y a quand même des attaques dans des villes qui ne sont pas très loin d'ici. On entend de temps en temps des tirs au loin. J'ai vu, moi, plusieurs tirs de DCA. Donc, c'est quand même... on ne peut pas faire comme si la guerre n'existait pas. Elle se rappelle à vous régulièrement. Mais les magasins sont très bien achalandés, les gens sont dans les bars, ils écoutent la même musique que nous, parfois même la meilleure musique, ça dépend des goûts. Donc, il n'y a pas l'insouciance, il y a juste une espèce de retour accéléré à la normalité. Et ça, on a vu à Donetsk, en tout cas. À Donetsk, je ne parle pas des endroits, des villages, des villes dans lesquelles nous nous sommes rendus proches de la ligne de front, en tout cas, oui, proches ou quasiment dessus, où là, voilà, il n'y a pas de désespoir. Il y a moins de personnes aussi. On a visité des villes où il y a la plupart des habitants sont partis justement vers Donetsk ou vers d'autres villes très loin de la ligne de front. Donc, on est vraiment allé voir des personnes qui refusent de partir pour des raisons, pour la plupart du temps, sentimentales, des personnes qui disent moi, je veux pas, c'est chez moi ici, je pars pas. Donc, et ces personnes sont un peu nombreuses, mais elles étaient résilientes et elles étaient plutôt optimistes. Et on sent un peu ça. On sent qu'il y a une espèce et peut-être que tout cela est un peu galvanisé par en effet, cette grande commémoration des 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pas d'insouciance, mais une espèce de certitude que cela va bientôt se terminer et que ça va plutôt bien se terminer pour les personnes que nous rencontrons. Alors, côté militaire, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler un petit peu avec des soldats qui sont sur le front ou qui reviennent du front? Quel est leur état d'esprit? Quelle est leur vision justement de ce conflit? Est-ce qu'ils ont l'impression que les choses avancent favorablement pour la Russie ou est-ce qu'ils sont dans une phase de stagnation sur le front? Quel est un petit peu le ressenti sur un volant purement militaire là? Alors, on n'a pas parlé du tout avec des militaires qui reviendraient du front. Donc ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. D'accord. Ce que je sais des personnes avec lesquelles je parle et qui suivent l'avancée militaire, c'est qu'ils voient clairement depuis 2024 une avancée de l'armée russe. Et ça, on le voit dans l'éloignement de la ligne de front. On est allé dans des endroits ces derniers jours où on n'avait jamais été auparavant parce que c'était juste impossible. Donc on voit qu'il y a une avancée de l'armée russe qui grignote petit à petit
en allant vers le nord et vers l'ouest. Donc ça se voit. Moi, je l'ai vu parce que je suis allé typiquement dans des endroits où j'avais jamais été auparavant. Après, l'état le moral des troupes et tout ça, je pourrais pas répondre à cette question. D'accord. Ce que tu as vu physiquement des petits villages que tu as pu traverser, c'est de la destruction partout, ou est-ce que c'est aussi marqué, en tout cas, que ce que les médias européens nous disent, ou est-ce qu'il y a quand même encore des zones de vie qui ont été reconquis ces derniers mois ou ces dernières années par les Russes et qui ont repris une activité avec bien entendu des travaux importants de reconstruction, mais qui ont repris une activité, je dirais pas normale, mais en tout cas qui se rapproche de la normalité. À Donetsk, oui, le nord-ouest de Donetsk, moi quand je suis arrivé, encore quelques années, le nord-ouest de Donetsk, c'était la zone de guerre quasiment. Hein. Il y avait l'aéroport au nord, qui était à Spartak, qui était les combattants qui se trouvaient juste à cet endroit-là. Le nord-est, c'était une zone de guerre. Là, aujourd'hui, ils ont construit un énorme hôpital pour enfants, un centre pédiatrique qui a été ouvert, qui est rutilant, qui est tout neuf. Donc ça, on le voit à Donetsk. En revanche, quand on va plus loin, qu'on se rapproche là, j'étais pas loin d'Ougledar, qui est une ville dont les combats ont cessé à la fin de l'automne dernier. Là, c'est un no man's land. C'était une ville de 25 000 habitants. On a vu 25 personnes. C'est 25 personnes pures et dures qui ne veulent pas partir et qui ont subi les bombardements. Et aujourd'hui, là, la vie a repris son cours, mais c'est dévasté. Je publierai des photos, des vidéos sur le site west-est.org. J'en profite pour placer un petit peu l'adresse de l'association sur notre page Facebook. Les immeubles sont éventrés, les voitures sont calcinées, il y a des scènes de guerre partout. C'est très dur à voir. Hein. Là, aujourd'hui, ces derniers jours, on a vu ça, il faisait plutôt beau. Ça, sous la pluie, dans la neige, je peux vous garantir que ça doit vraiment imposer un certain cafard. Et pourtant, ces personnes restent, elles étaient souriantes. Et voilà. Mais là, en revanche, il y a tout à reconstruire. Et beaucoup de petits bâtiments, de petits villages que nous avons visités aussi, Alexis. Il y a beaucoup de maisons dans ces coins-là. Plus on se rapproche de la ligne de front, plus c'est la désolation. Et il y a peu de villages, dans les coins où j'ai été, moi, ces derniers jours, dans le nord-ouest, ouest et nord-ouest, peu de villages qui soient indemnes. Il y en a vraiment beaucoup. On voit vraiment qu'il y a eu du combat au corps à corps. Et ça, c'est la désolation. Donc, il y aura vraiment tout à reconstruire là-bas. Par certains, c'est terrible. Pour d'autres, ce sera plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de ces immeubles-là qui étaient vraiment bonne nouvelle, entre guillemets. C'est un peu sarcastique ce que je dis, évidemment. Mais il y a beaucoup d'immeubles qui étaient vraiment des immeubles qui étaient vieux. Donc voilà. Mais il y aura tout à reconstruire. Ça, c'est certain. C'est impossible de rénover certains de ces endroits. Alors, justement, on a pu espérer, on en a beaucoup parlé sur Divergence Politique dans nos différentes émissions. On semble, Nicolas, avec Xavier, que tu salueras, qui doit être dans les parages, que tu salueras de notre part. On a beaucoup parlé, effectivement, suite à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, de cette diplomatie que l'on espérait renaissante entre la Russie et les États-Unis qui aurait pu permettre justement d'être, je dirais, le levier pour trouver un accord de paix. Ces dernières semaines, ces derniers jours, on commence à sentir effectivement qu'on va plutôt vers un abandon du conflit par les États-Unis, que la question de l'Ukraine et de la Russie finalement intéresse plus trop ni les Américains ni Donald Trump. On a donc une perspective qui nous dit qu'on est sur un combat qui est loin d'être fini, sur des affrontements entre ces deux nations qui vont encore perdurer sur, on va dire, au moins quelques dizaines de mois, voire peut-être quelques années. Est-ce que les habitants ici perçoivent ça de cette manière-là? Est-ce qu'ils se préparent? Est-ce qu'ils sont psychologiquement encore dans le temps long? Ou est-ce qu'eux ont une impression que finalement les choses pourraient s'arrêter très rapidement? C'est quoi un petit peu l'ambiance? Ça va vraiment dépendre des personnes. Vraiment dépendre des personnes. Vous savez, les personnes du Donbass, je le rappelle, sont en guerre depuis 2014. Ça fait les enfants à qui on a été dans un orphelinat, on a été voir ces dernières années des écoliers, ceux qui ont moins de 10 ans n'ont connu que la guerre. On a tendance à oublier ça. Donc ces personnes-là sont, je le disais, ça fait on est en temps de guerre depuis plus de 10 ans maintenant, plus personne ne fait de pareil. Parce que ces personnes-là, ils ont imaginé
toutes les hypothèses possibles. Celles qui sont restées là, elles ont tout imaginé. Une guerre qui s'arrête, une guerre qui se prolonge, donc, la victoire de l'un, la victoire de l'autre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens se disent il faut vivre. Dans certains coins, comme les endroits très très pauvres, détruits que j'ai vus ces derniers jours, les gens survivent. Et dans le reste de la société, plus on s'éloigne de la ligne de front, les gens vivent et les gens vivent de plus en plus normalement. Donc je pense qu'il y a de tout. Et c'est difficile. Et moi, vraiment, je dirais chapeau à la personne qui est capable de dire, qu'aujourd'hui, maintenant, qui va gagner cette guerre? Comment est-ce qu'elle va se terminer? Elle peut se terminer dans un mois, elle peut se terminer dans 2 ans, 3 ans, voire même plus. Je pense que les États-Unis ont cru à un moment qu'ils allaient pouvoir régler ça rapidement. Donald Trump avait dit qu'en 24 heures, ça serait réglé. On voit bien que ce n'est pas le cas. Et je précise que c'était évident que ça ne pouvait pas être le cas et qu'en même temps, les États-Unis négocient avec Moscou, ce qui est déjà positif parce que Joe Biden avait refusé de négocier avec Vladimir Poutine et que les discussions dépassent de loin le sujet de l'Ukraine. C'est-à-dire que le monde entier est focalisé sur le sujet de l'Ukraine, mais les relations entre les États-Unis et la Russie dépassent largement l'Ukraine. L'Ukraine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les deux nations vont négocier sur le nucléaire, sur l'agricole, sur des zones de tension, des zones d'influence ailleurs dans le monde. Ils vont négocier des anciens traités qui ont été abandonnés par les États-Uniens et puis également par les Russes. Ils vont parler de l'Arctique. Donc, il y a plein de sujets. Donc, je pense que ce qu'on entend actuellement à la Maison-Blanche, c'est que ça va être compliqué, ça va être plus compliqué qu'ils le pensaient et que s'il le fallait, ils allaient se retirer. Alors, je pense qu'ils ne se retireront jamais tout à fait, mais que par rapport aux objectifs de Donald Trump, qui doit, je le répète à chaque fois, nettoyer les écuries de GIAS, il ne peut pas tout faire en même temps. Et il a 2 ans pour faire ses preuves. Parce que si dans 2 ans, il n'a pas progressé, eh bien, il va être sanctionné dans les urnes. Et là, s'il est sanctionné, il ne pourra rien mettre en place. Et il y a le risque pour les États-Unis réel que quelqu'un d'autre vienne à la place de Trump. Et ça pourrait faire tomber tout ce qu'il était en train d'essayer de construire. Donc, on pourrait imaginer là que les États-Unis lèvent le pied sur l'Ukraine pour se focaliser sur des sujets qui sont majeurs, plus importants pour Donald Trump par rapport à sa campagne présidentielle et ses promesses et les engagements qu'il a vis-à-vis du peuple américain. Alors, je ne t'entends pas. Alexis? Oui. Ok, bon, parfait, le micro est revenu. Petite question, donc pour revenir à nos populations locales, quel besoin, toi, tu as constaté sur le terrain? Qu'est-ce qui fait véritablement besoin à ces populations qui souffrent? On a bien compris, Donetsk, ça y est, Donetsk est en train de revivre, peut-être de renaître à la russe, et avec les bienfaits finalement de ce grand pays. Mais pour toutes les petites zones, pour toutes les populations qui souffrent et qui ne sont pas directement sur Donetsk, qu'est-ce qui fait besoin, Nicolas? Nous, on a apporté de l'aide alimentaire. Donc, c'est dire, c'est vraiment des besoins essentiels. Alors, il y a de l'aide qui arrive, il y a quand même de l'aide humanitaire, mais beaucoup de produits, on va dire, qu'on peut conserver longtemps. Tout le monde n'a pas de réfrigérateur, il n'y a pas beaucoup de générateurs dans ces coins. Il n'y a pas d'électricité, donc sans générateur, on ne peut pas refroidir, rafraîchir des aliments. Donc, nous, on a apporté essentiellement des produits laitiers, des fruits, des légumes, des choses qui sont rarement apportées par la plupart des associations humanitaires, parce que ça demande un peu une logistique un peu spéciale. Après, maintenant, nous, on reste une petite association. Mais si on ne fait que ça, on peut en distribuer à pas mal de monde. Donc ça, je pense que c'est l'alimentation qui est importante. Après, les personnes dans ces coins qu'on a visités ces derniers jours, qui sont proches ou sur la ligne de front, ont besoin vraiment de tout. Il n'y a pas de fenêtres. Ce sont des appartements, il n'y a pas de fenêtres. Certaines n'ont même pas de porte. Donc, vous voyez, pas d'électricité. Donc, on essaie d'imaginer, je pense que j'invite les personnes à essayer d'imaginer 5 secondes à quoi ressemblerait leur propre vie sans fenêtre, sans porte, sans électricité. Vous pouvez imaginer tout de suite que vous vivez dans un autre monde. Et en plus, vous rajoutez à cela les affres de la guerre, les blessés, les morts, les déchirures, la séparation, la crainte, la peur. Donc, il y a des drones qui survolent ces coins encore régulièrement, la crainte que la guerre revienne. Donc, ces personnes ont vraiment besoin de tout. Très simplement de tout. Elles sont loin de tout. C'est certain qu'une personne qui se blesserait dans ces villages, avant d'arriver à un hôpital, mettrait 2, 3, 4 heures de route. Donc, ça, c'est quand même quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Donc, elles ont besoin de tout. À Donetsk, ce qui m'a vraiment... Nous, on travaille beaucoup avec les médecins ici. On travaille avec les hôpitaux et les hôpitaux ont besoin de pas mal de choses. Dans l'hôpital numéro 1 de Donetsk, on a acheté un lit médicalisé.
Ça paraît tout simple, le lit médicalisé. Hein. C'est un lit sur lequel on pose une personne. Et là, celui qu'on a acheté, avec une manivelle, on peut bouger le corps, ce qui simplifie la vie des infirmières au lieu de devoir, ou des médecins, de devoir pousser à la force du poignet de les corps. Ben là, il y a une manivelle. En France, je pense que la plupart des hôpitaux, peut-être pas tous, mais beaucoup ont des lits médicalisés qui sont électriques. Donc, on pousse sur des boutons et tout. Donc, mais c'est vous dire, et c'est le seul lit. Il y avait des infirmières qui venaient de partout et des médecins parce que c'était le premier lit médicalisé qu'ils voyaient dans l'hôpital. Donc, c'est vous dire, on a acheté aussi du matériel pour faire des biopsies, donc ce qui permet aussi d'essayer de sauver des vies, d'essayer de mieux diagnostiquer les problèmes. Donc, voilà, je pense que les hôpitaux ont besoin de matériel d'aide aussi, mais on leur apporte avec nos petits moyens. Hein. Mais quand même, le fait de savoir qu'avec cette aide-là, on va sauver des vies, voilà, ça nous encourage à continuer. Bon, félicitations en tout cas, c'est un merveilleux travail que vous avez fait, que vous avez accompli et que vous accomplissez depuis plusieurs années quand même avec cette belle association qui est Ouest Est. Je rappelle que le lien sera en description de cette vidéo. Les prochaines étapes justement pour ton association, Nicolas, quelles sont-elles? Où est-ce que vous voyagerez après Donetsk, après le Donbass? Alors, on continue notre développement européen. On n'a pas encore arrêté la prochaine destination, mais il y a de fortes chances qu'elle soit de nouveau en Roumanie ou en Pologne. On a noué de très bonnes relations. Voilà, on essaie de construire une autre Europe, en tout cas de partager les idées d'une autre Europe, pas une Europe de la guerre, pas une Europe de la haine, une Europe au contraire de la paix, du rapprochement des peuples, sans supranationalité. On y tient et en respectant les traditions de chacun. Donc voilà, on communiquera sur notre site internet www.west-est.org. Vous trouverez toutes les informations là. Voilà. Je te remercie, Nicolas. En tout cas, bon retour à vous deux sur Moscou. Faites attention. Alors, j'ai bien compris que ça y est, les hôtels ne sont plus bombardés comme ça l'a été. Il y a de ça quelques années. Pardon, pendant que j'y étais, n'y était pas. Je ne peux pas dire que ce soit plus du tout. Mais moi, je me souviens de nos nuits à Donetsk, effectivement, où l'hôtel était quand même cible des bombardements. C'était quand même beaucoup plus animé, visiblement, pour dormir. J'espère que c'est fini ici. Ouais. Tant mieux pour les populations, en tout cas. Puis vous prenez bien soin de vous et puis prenez bien soin des gens, effectivement, qui souffrent. C'est aussi le cœur de votre mission et c'est ça que l'on aime avec vous deux, messieurs. À très vite sur Divergence. Je rappelle, puisque je ne l'ai pas fait, alors je n'ai plus le droit de dire le mot like, hein, vous le savez depuis plusieurs émissions, donc faites un j'aime s'il vous plaît pour cette vidéo pour améliorer le référencement de notre chaîne. Abonnez-vous bien évidemment à Divergence Politique et puis activez la cloche pour avoir toutes les émissions dans lesquelles Nicolas participe sur Divergence Politique ou Xavier Moreau ou l'ensemble des autres membres de l'équipe. Mais Nicolas, à très vite. Et puis à vous toutes et à vous tous, à très bientôt sur Divergence Politique. Merci.